en fait, c'est le fait de reconnaître des compétences aux élèves qui ne sont pas forcément sur la connaissance. On peut imaginer un mathématicien, un étudiant en mathématiques qui va montrer qu'il est très actif, qu'il sait répondre aux autres, qu'il a d'autres qualités que la science pure, sa connaissance. Et donc on lui reconnaît des crédits sur ses compétences d'animation, par exemple, de ses camarades à l'université. Et tous ces microcrédits, c'est une nouvelle façon de donner confiance aux étudiants. Et c'est ce pourquoi je vais donner la parole maintenant à 3 promoteurs des badges, des open badges, qui vont nous en parler plus et qui sont complètement dans la veine de ce que souhaitent les auteurs du rapport à Malte, c'est-à-dire développer l'esprit critique, qui est une compétence tout à fait d'actualité, être proactif, c'est l'esprit d'entrepreneur de la Commission européenne qui ne veut pas dire que tout le monde doit devenir entrepreneur, mais que tout le monde doit prendre sa vie en main et réfléchir et être actif et qu'on a tous des chemins de vie et que ce sont des compétences transversales qui nous amènent à évoluer tout au long de la vie. Voilà, c'est ça les credits, c'est les micro-credentials qui sont souvent évoqués en anglais. Donc j'appelle Caroline Bellon-Ménager, Éric Chérel et Serge Ravet. Oui, bonjour à tous. Alors je voudrais commencer peut-être en précisant quelque chose, c'est que nous ne sommes pas des experts de la blockchain en tant que telle. Simplement, tous les trois, on se pose des questions sur les problématiques de la micro-certification et la certification dans le cadre des universités, et de voir comment la blockchain et les technologies peuvent nous aider sur ce thème-là. Donc peut-être se représenter en quelques mots. Serge, tu veux commencer ? Disons que ça fait quelques années que je travaille sur les questions des technologies, de l'éducation, particulièrement de la reconnaissance, le portfolio. Je me suis découvert les badges en 2012. Lorsque la blockchain est arrivée, on a commencé à s'intéresser à la blockchain pour rapidement dire que la blockchain, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, en 3 matières. Voilà. Donc, dans notre domaine. Hein, mais tu sais en parler parce que vous avez monté un groupe de travail dès cette époque qui s'appelle Chain Badge. Badge Chain. Badge Chain. Voilà. C'est faire le lien entre les blockchains et les badges. Alors, Caroline, toi, tu es rentrée directement dans l'usage des, pas des blockchains, mais des badges. Ah oui, tu peux en non, dire un petit mot pas du tout de la blockchain. Alors, moi, je travaille pour 3 établissements, l'Université de Poitiers, Limoges et l'ANSMA, qui est une école d'ingénieurs. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les badges, mais pas... Alors, c'est pas la certification, c'est-à-dire c'est pas la formalisation d'un dialogue entre un établissement et des étudiants. C'est précisément l'informel, le non formel et la reconnaissance entre individus. C'est-à-dire que ça peut donner lieu effectivement à une reconnaissance par l'établissement, mais pas un certificat, pas un diplôme, pas une accréditation. Pas quoi que ce soit d'institutionnel, quasiment j'allais dire, dans le sens où on a des cadres de qualification, des diplômes, des parchemins, l'imprimerie nationale, on a tout ça et l'université sait faire le diplôme. Ce qu'elle ne sait pas très bien faire, c'est reconnaître les individus en dehors du diplôme, du parcours, etc. Donc les compétences sur lesquelles on a envie de travailler, parce que c'est un levier sur l'approche compétences, les badges, c'est la mobilité internationale, et donc en fait c'est l'étudiant qui crée son projet, son badge, et qui le transporte et qui le fait endosser, donc c'est pas l'établissement qui donne un badge. Et puis la reconnaissance des compétences extra-académiques, extra-curriculaires, qui est, enfin, cette appellation extracurriculaire, c'est extrêmement large. Donc on travaille plutôt finalement sur des démarches qualité pour garantir une reconnaissance et une sorte de code éthique dans la reconnaissance des uns et des autres, mais pas dans quelque chose qui serait vissé. On n'est pas dans non plus l'omniprésence de l'institution par rapport à l'étudiant. Donc voilà. Ça rejoint un peu la thématique de la désintermédiation quand même. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance qui peut être informelle en dehors de l'institution. Oui, complètement. Mais ça ne nécessite pas forcément
Il y a quand même un peu une fallacie ou un discours idéologique derrière la blockchain, self-sovereign identity, tout ça, où c'est quand même un peu du pipeau quand même, faut bien le dire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il se reproduit avec la blockchain exactement la même chose qui s'est produit avec les badges au tout début. Lorsque les badges ont été inventés, c'est la fondation Mozilla avec la fondation MacArthur, et c'est Mozilla qui a développé les premières applications. La première application qui a été développée par Mozilla, c'était le backpack. Et le backpack, on pouvait faire une chose, c'est-à-dire on pouvait stocker ses badges. Mais on n'avait pas le droit d'en émettre. Le backpack était fait simplement pour collecter des badges. Alors imaginez simplement une application de courrier électronique. Vous pouvez recevoir du courrier, l'organiser, le montrer aux uns aux autres, mais vous ne pouvez pas écrire de courrier. Pour écrire du courrier, il vous faudrait avoir accès sur un serveur, il faudrait une technologie différente. Je sais pas, c'est-à-dire qu'au début, quand ils avaient pensé les badges, le badge c'est fait pour faire une espèce de mini-diplôme, donc c'est forcément une institution qui va délivrer ça. Il n'y a pas besoin que l'autorité qui va délivrer un badge ait besoin d'avoir un backpack pour justifier de ses crédits. Et lorsque j'ai discuté avec Philippe Schmidt, justement, quand il mettait en place la blockchain, qui était évoquée, directeur du MIT Media Lab qui a mis en place une première expérimentation avec la blockchain. Et je lui disais, mais avec la blockchain, vous êtes en train de refaire la même chose qu'au début avec les badges. Il a dit oui, parce que nous, notre approche est une approche institutionnelle. Donc, il faut le dire clairement, l'approche blockchain aujourd'hui du MIT et de tous les autres, c'est une approche institutionnelle. Il n'y a rien de mal à ça. Je ne suis pas contre le fait que les institutions s'équipent. Mais lorsqu'on dit qu'on met au centre l'étudiant, c'est faux. Parce que l'application dont il parle là, c'est une application dans laquelle on donne une clé à l'étudiant pour qu'il puisse aller chercher son diplôme. Mais pareil, il ne pourra pas donner des crédits à d'autres. On est dans la même logique que le backpack du début, c'est-à-dire qu'on peut recevoir ces diplômes, mais on ne peut pas donner du crédit aux autres. Et ce que les gens des badges n'avaient pas compris au début, que moi j'ai compris assez rapidement, c'est que les badges avaient été inventés pour rendre visibles les apprentissages informels. C'était ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour... on apprend en permanence, comment est-ce qu'on fait pour le rendre visible. Donc l'idée du badge, on met une image de métadonnées. Mais ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que en rendant visibles les apprentissages informels, on donne la possibilité aussi de rendre visibles les reconnaissances informelles. Ah oui, c'est-à-dire, si moi je tape un badge, c'est quelque chose qui est relativement simple à mettre en œuvre, donc si moi je peux créer une image et mettre des métadonnées dedans, donc c'est la reconnaissance informelle aussi qu'on peut rendre visible. Et donc on peut développer des applications tout à fait intéressantes derrière ça. Et eux, ils sont toujours dans la vieille logique, bon, on met des diplômes sur une blockchain et puis on fait notre travail institutionnel. Moi je ne suis pas contre, hein, mais ça ne sert à rien du point de vue de la vérification. Alors moi j'ai une vision peut-être un peu plus techno que toi, donc je serais plus mitigé. J'ai trouvé intéressant la toute fin de la présentation où ils présentent leur idée du Web 3.0 qui serait un web de la blockchain. Sauf qu'à mon avis, il ne faut pas le présenter comme ça. C'est-à-dire que le web de la blockchain, c'est une vision pour le coup extrêmement technocentrée. Mais au CRI, on défend la vision de la société de la reconnaissance finalement. Et que la connaissance, ça passe aussi. Et la connaissance et la reconnaissance sont intimement liées. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que pour le futur du web, comme le futur des interactions sociales avec le numérique, c'est être capable de reconnaître autrui et ce qu'il m'a appris et ce que moi j'ai appris et comment le faire à un niveau de finesse qui soit vraiment le plus atomique possible. C'est vraiment ça l'enjeu. Alors après, est-ce que ça doit passer par une blockchain ou est-ce que ça doit passer par des badges? C'est des débats qu'on a eu beaucoup dans le groupe. Et à mon avis, ça coule pas de source. Parce que même si la blockchain, effectivement, elle permet des choses qui sont très intéressantes, elle a un coût qui est aussi énorme. D'abord, il y a un coût algorithmique. Si vous avez regardé un petit peu comment ça marchait la blockchain, par principe, déjà le simple fait qu'on stocke toutes les transactions chez tous les nœuds de la blockchain, finalement, ça multiplie le poids finalement de ces transactions. Et s'il y en a des milliards qui sont créés, c'est multiplié par potentiellement des milliards de nœuds. Donc on est déjà au carré du stockage centralisé. Toi qui utilisais l'expression garbage collector tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Donc, en informatique, moi j'avais appris ce qu'était un garbage collector. Mais l'idée du garbage collector, c'était qu'on récupérait les zones mémoire qui étaient plus utilisées pour les remettre en circulation. Mais là, c'est une grosse poubelle. Une blockchain, c'est une poubelle.
Ce qu'ils appellent l'immutabilité, il faut lui donner son nom, c'est une poubelle. On a une grosse poubelle qu'on balade avec soi partout. Donc appelons un chat, et la blockchain, la Bitcoin, c'est une grosse poubelle. Non, parce qu'il y a une technologie qui va plus loin, qui est le fait de partager toutes les données en même temps sur plein d'ordinateurs. Et puis la transaction, c'est ensuite, c'est un deuxième étage, c'est ce qui crée. Et donc tout le monde a une grosse poubelle sur son ordinateur. Il y aura des personnes qui apporteront d'autres points de vue. Après, voilà, ça c'est. On a une supérieure de notariat, par exemple. On est peut-être volontairement caricaturaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que tel, il faut se reposer la question qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et on cherche finalement, nous, à réfléchir à la meilleure façon de valoriser la reconnaissance, qu'elle soit de l'institution à l'individu, de l'individu à l'individu, ou pourquoi pas de l'institution à l'institution. Parce qu'on serait bien avoir dire, le CRI pourrait donner son aval pour qu'un organisme de formation se réclame du CRI et donc puisse créditer des gens à sa place. Donc de ce point de vue-là, on a besoin de mettre en place une solution technologique qui soit légère, qui soit transparente, qui soit ouverte, parce que l'open source, là je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est absolument critique pour qu'il y ait une crédibilité sur ces systèmes-là, et du vrai open source, pas du open source avec intermédiation. Mais en pratique, les expérimentations qu'il y a eu jusqu'à présent sur la blockchain dans l'éducation, elles sont faites d'un point de vue vraiment institutionnel, et souvent c'est uniquement au niveau du diplôme, donc c'est pas très intéressant. Il y a je ne sais plus quelle université qui avait, ou non quelle école peut-être de commerce avait fait une expérimentation de mettre un certificat, en fait un hash de PDF de leur diplôme dans Bitcoin, en se disant effectivement Bitcoin c'est là pour durer, donc effectivement c'est une trace qui est là pour longtemps. Mais en pratique, d'abord ça coûte vite cher, parce qu'aujourd'hui mettre une transaction dans le Bitcoin, même où on ne transfère pas de Bitcoin à qui que ce soit, je ne sais plus à combien on est aujourd'hui, mais c'est pas donné. C'est redescendu. Hein. Ouais, mais c'est lent, c'est pas donné. Et en plus, tout ce qu'on stocke, c'est finalement un hash, quoi, donc une signature électronique où on ne stocke pas le PDF, on stocke on ne stocke pas le contenu, on stocke la trace de la transaction réalisée entre deux personnes. C'est ça. Donc dans ce cas précis, si le diplôme physiquement il correspond à un PDF qu'on va imprimer sur un joli papier, et ben, tout ce qu'on stocke ici, c'est finalement la fonction de hachage de cet objet, c'est-à-dire on a quand même besoin d'avoir le PDF, et si on a le PDF, on vérifie que c'est bien le vrai. Mais ça s'arrête là. Donc c'est quand même assez léger comme intérêt. Maintenant, si on reprend l'open badge, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant de comment ça marche, les open badges. L'open badge, finalement, c'est simplement un fichier qui contient des métadonnées. Et dans ces métadonnées, finalement, on peut mettre une transaction qui serait le fait qu'on ait donné l'accréditation de l'interlocuteur A et donné son accréditation à l'interlocuteur B, en y mettant des signatures électroniques, donc on peut tout à fait avoir quelque chose qui soit sécurisé. Il n'y a pas par contre nécessairement de stockage entièrement distribué de l'ensemble des badges du monde. Ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Pourquoi moi sur mon ordinateur je voudrais stocker les badges de tous les gens qui ont reçu un badge dans le monde entier? Je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les miens, ça m'intéresse. Et que, à la limite, les gens qui me connaissent voient mes badges. Et les gens à qui je veux les donner puissent les avoir. Par contre, je ne veux pas forcément avoir besoin de passer par un portfolio qui soit géré par une société privée ou même par Mozilla, parce que c'est un point de faiblesse, en fait. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à... Bon, puis par rapport à la blockchain aussi, dans les conversations qu'on avait dans les gens autour des open badges, il y a des gens qui disaient ah oui, mais si vous ne faites pas du data mining, tout ça, la blockchain, c'était fait en partie pour répondre à la question de la double dépense. Hein, si je donne un euro ici, qu'il n'aille pas aussi en même temps ailleurs. Mais on s'en fiche pour les diplômes. On peut faire 10 000 copies du diplôme, ça ne diminue pas la valeur du diplôme pour autant. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement, à un moment donné, on a créé un jeton qui dit... et d'ailleurs, les gens qui travaillent maintenant de façon avancée sur les badges, ils travaillent avec le groupe, le W3C, qui est le Verifiable Claims. Et Verifiable Claims, c'est vraiment l'avenir, parce que l'intérêt, c'est qu'on a un jeton très simple, hein, ça peut être une image ou n'importe quoi, un métadonnées, dans lequel on rajoute des signatures. Hein. Et par exemple, si on prend les cas d'usage des badges, les badges, au début, ils ont été conçus avec les métadonnées, avec un émetteur et un récepteur. Alors déjà, les métadonnées n'étaient pas les mêmes pour l'émetteur et le récepteur, maintenant c'est réglé, on a les mêmes métadonnées.
Mais pourquoi il y aurait simplement un émetteur et un récepteur? Quand on signe un bout de papier, on peut être 10 à signer un bout de papier. Quand on signe une pétition, on pourrait être 10 à signer une pétition. Donc on pourrait tout à fait imaginer un jeton qui a été initié par je sais pas, tiens, aujourd'hui, voilà, arrêtons la blockchain, arrêtons Bitcoin, qui pollue, puis bon. Voilà, je lance la pétition Arrêtons le Bitcoin, et puis vous pouvez tous rajouter votre signature derrière. Il n'y a pas besoin de blockchain ou quoi que ce soit derrière. Puis vous pouvez garder une copie, et puis avec les lignes de data, les signatures, on a la solution technique. Et avec, quand on parle de Self-Sovereign Identity, avec Decentralized Identity, DID, sur lequel travaille le W3C aujourd'hui, les gens du Verifiable Claim, on a aussi la solution pour une vraie Self-Sovereign Identity, c'est-à-dire on définit soi-même son identifiant, qui peut être ensuite endossé. Comme étudiant, je pourrais créer ma propre clé et demander que ma clé soit endossée par l'université, comme ça se passe dans les Key Exchange. Là, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Si on veut vraiment être self-sovereign, allons jusqu'au bout. Juste pour rebondir par rapport à cette question de l'identité, à mon sens, elle est quand même critique à tous les niveaux, qu'on fasse de la blockchain ou pas. C'est-à-dire que la blockchain, ok, j'ai un identifiant sur la blockchain, mais à un moment donné, il y a quand même besoin que quelqu'un dise c'est bien Éric Churel, la personne physique, qui a cette identité numérique sur la blockchain. Et si c'était une signature électronique, ça serait la même chose. Quelle que soit la façon dont on s'identifie dans le monde virtuel, il y a un lien qui doit être fait avec la personne physique. Aujourd'hui, ce lien-là, en réalité, aujourd'hui, votre identifiant fort, c'est votre passeport, c'est votre carte d'identité, c'est l'État qui sert d'intermédiation via des personnes physiques, à votre mairie, à votre préfecture, qui fait le lien. Et ça, comment ça va évoluer? Clairement, le web 3.0 de la confiance, on va dire, il peut marcher que si on est capable d'avoir une ou plusieurs identités qui soient solides et qui soient basées sur une vérification de qui on est réellement. Alors quand on est sur des open badges qui sont informels, on va dire cette question n'est pas hyper critique, plus on aura de choses qui seront stockées et dans la blockchain et sur les open badges ou d'autres mécanismes de ce type, plus cette question de l'identité elle sera quand même importante. Non mais pour le coup, je reviens sur ce que tu as précisé avant, c'est-à-dire qu'il faut quand même se demander quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre. Je pense que c'est vraiment ça le sujet. On n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'a pas un point de vue institutionnel nécessairement quand on veut donner les badges. On peut, mais on peut aussi vouloir les donner, même en tant qu'institution, de manière informelle. On n'est pas nécessairement non plus sur la question d'immutabilité, on peut, de quelque chose qui dure et qui reste, etc. On a des badges avec, on peut imaginer que certains badges viennent en remplacer d'autres parce qu'il y a des niveaux, dans ça n'a plus de sens de garder le niveau 0 quand on est au niveau 5. En plus, ils ont potentiellement une date limite de validité, donc ils tombent et on peut ne pas vouloir les renouveler. Alors, par contre, je trouve que ce qui pouvait être intéressant, c'était plutôt l'idée de garder une trace d'une transaction dans des domaines spécifiques comme les migrants. Où là, il y a peut-être un sujet, ce qui fait qu'on peut quand même recommencer un travail de reconnaissance de compétences, mais que des gens qui ont tout perdu, en fait, à un moment puissent... mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit dans les pays dont viennent les migrants qu'on va utiliser la blockchain. Ouais, de fait, non mais je pense que tu as raison. Et la blockchain, c'est extrêmement utile quand on a besoin de confiance entre des acteurs qui n'ont pas confiance en eux de base. C'est-à-dire si on n'a pas d'institutions, ni financières, ni étatiques qui peuvent garantir l'identité des gens, on a une trace. Et ça, c'est pouvoir porter par exemple ses diplômes et ses compétences. Si on vient d'un pays en guerre et aller dans notre pays et avoir une trace solide, c'est absolument essentiel. En revanche, ce qui serait un développement intéressant, c'est que les migrants reconnaissent au fur et à mesure de leur parcours des personnes avec qui ils se sont passés des choses, il y a eu des contacts, des échanges, des compétences échangées, enfin, qui est quelque chose aussi qui soit une trace de leur parcours. Et ça passe dans la reconnaissance, dans des réseaux humains, ça passe pas du tout par une technologie complexe, etc. Enfin, je sais pas, Serge, ce que tu... Puis en plus, c'est une histoire de... Quand on pose la question des fois à un badge, quelle est la valeur d'un badge, hein? C'est la même chose que la valeur d'un diplôme. Qu'est-ce que vaut un diplôme 3 ou 4 ans après? Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un écosystème de relations, de confiance, de reconnaissance entre différents acteurs. Mettre un diplôme sur une blockchain, on n'en fait qu'un objet statique.
Alors que ce qu'on est capable de faire avec des verifiable claims, par exemple, avec les linked data, c'est qu'on a la possibilité de l'enrichir. Souvent pour le badge, je prends l'image d'un Tamagotchi. Hein. Si on ne nourrit pas son Tamagotchi, à un moment donné, il va mourir. On peut faire exactement la même chose avec une simple image et des métadonnées. Il suffit qu'on rajoute de l'information, des nouvelles preuves, la notion d'endossement, par exemple. La notion d'endossement, qui est finalement une version généralisée du badge, c'est-à-dire que tout ce qui est un identifiant peut être endossé. Donc ça peut être une adresse email, un numéro de téléphone, une adresse, coordonnées GPS, pourquoi pas. Le hash d'un badge, la classe d'un badge, c'est-à-dire le moule à partir duquel on émet des badges, ou ça peut être une instance de badge, donc le badge que j'ai reçu. Et donc on peut créer comme ça tout un écosystème dans lequel on peut situer une personne. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec les migrants, par exemple. C'est pas forcément au départ de dire quels sont les diplômes, etc. Parce que dans la question de la reconnaissance, on oublie que la reconnaissance, c'est reconnaître aussi l'autre personne de façon inconditionnelle. Donc là, on peut établir un lien, un simple lien, hein, de dire je te reconnais. On peut créer un jeton tout bête que chacun va pouvoir signer avec sa clé privée. Et puis on a établi un lien. Voilà, on est connectés tous les deux ensemble maintenant, pas forcément parce que je te reconnais telle ou telle compétence. Et à partir de ça, on peut bâtir des choses tout à fait intéressantes. Il faut voir aussi que les institutions universitaires, aujourd'hui, elles sont bien adaptées à la reconnaissance des connaissances, mais pas tellement à la reconnaissance des compétences formelles ou informelles. Parce que ça, c'est plutôt des gens avec qui vous avez fait les choses, c'est des gens avec qui vous avez participé à des projets qui peuvent vous reconnaître. Donc il faut penser l'écosystème, que ce soit Open Badge, blockchain ou autre, à la reconnaissance des actions qui sont faites, et pas juste des connaissances qui ont été ingurgitées et qu'on a validées dans des diplômes. Alors, si vous me permettez, si je devais récapituler, dans une blockchain, on ne peut pas mettre de papier. C'est pas possible. Aujourd'hui, au cœur de la stratégie de tout établissement d'enseignement, il y a un diplôme. Il y a des personnes qui disent que le diplôme ne vaut plus rien au bout d'un certain temps si on n'a pas fait quelque chose. Mais moi, je dirais que c'est les non-diplômés qui parlent le mieux de l'importance du diplôme. Et je pense que tout au long de la vie, et même au bout de 20 ans, on peut nous redemander les diplômes qu'on a eus. Et ça peut changer une carrière en fonction des conventions collectives. Donc, c'est pas tout à fait juste. Donc le préalable à la réflexion sur la blockchain, c'est déjà comment on dématérialise les diplômes. Et comme on le voyait sur la petite image du MIT Media Lab, on peut avoir encore l'image d'un diplôme. Les métadonnées sont très intéressantes pour identifier l'établissement qui émet. Et le passage dans la blockchain donnerait un caractère unique à chacun des diplômes qui permettrait une meilleure identification et puis un partage dans une blockchain qui serait liée à l'éducation. Et comme chaque étudiant irait chercher son diplôme sur un espace sécurisé, finalement, c'est lui, en se connectant avec sa clé donnée, envoyée par l'institution, c'est lui qui crée son diplôme en se connectant sur les serveurs de la DSI de son établissement. Et là, on peut imaginer que les compétences qui ont été reconnues par un enseignant de community management, d'excellent esprit de synthèse, donc ce sont des compétences qui ne sont pas les connaissances pures qu'il a engrangées, mais toutes sortes de qualités qui vont lui permettre d'évoluer dans la vie, vont être matérialisés dans ces badges et que donc l'étudiant pourra tout au long de la vie avoir maintenant non plus un diplôme papier et puis des compétences que personne ne connaissait, mais au contraire des connaissances qu'il peut afficher en fonction des contextes, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, soit tout simplement dans un CV. Et l'avantage, c'est qu'il y aura un lien ou un QR code qui permettra d'accéder à l'employeur directement aux métadonnées qui prouveront que c'est bien l'établissement qui l'a fait. Ce qui permet évidemment d'envisager des méthodes assez sûres de lutter contre la fraude qui est à l'heure d'Internet assez développée, puisqu'on peut trouver des machines à créer des faux diplômes sur Internet. Et puis il y a aussi surtout du déclaratif sur LinkedIn.
Alors les compétences, il y avait une autre problématique parce que beaucoup de gens disent oui, ben, si la blockchain est pérenne et qu'on ne peut jamais effacer dans la blockchain une information qu'on y aura laissée, je passe sur l'aspect transaction, sur le fait qu'il n'y aurait pas de contenu même dans la blockchain. Dans le stockage ou dans la création par l'étudiant, on a bien des métadonnées. Le fait de donner à l'étudiant le droit de créer ces badges et de les afficher, ça résoudrait cette question. Ça résoudrait la question de la souveraineté des citoyens, parce que ce n'est pas seulement l'étudiant, c'est le futur salarié, sur ces données d'apprentissage, sur ces données de diplôme ou compétences. Et puis en revanche, la blockchain en tant que telle ne contiendrait pas les données critiques, les données personnelles de l'étudiant. Voilà, c'est les badges, pour revenir sur ce qu'a dit Serge, c'est vrai qu'à un moment, au moment où ça a été créé, c'était absurde de n'imaginer qu'une institution délivrant des badges ait l'incapacité d'interaction, mais ça a évolué depuis. Oui. Donc on peut imaginer aussi que la blockchain, c'est une nouvelle technologie de transfert de données, de partage, et que ça évolue à l'avenir et que ce ne soit pas toujours la même blockchain. Moi je voudrais donner un retour d'expérience par rapport justement à cette vision compétence sur le marché du travail, qui est aujourd'hui le numérique. Moi je suis un DSI, donc je recrute des gens qui ont des compétences numériques. Aujourd'hui, je peux vous dire, sur ce domaine-là, le diplôme, sa pertinence, elle a pratiquement disparu. C'est-à-dire, si vous voulez recruter quelqu'un qui sait faire du machine learning, qui sait faire du développement, qui est un graphiste web, vous vous fichez de son diplôme. En tant qu'employeur, ce n'est plus un sujet. Ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui est important, c'est aller sur GitHub, regarder le code qu'il a fait, voir le nombre de contributions, voir s'il a participé à des projets open source, voir effectivement la reconnaissance éventuelle d'employeurs qui disent dans tel projet, il a apporté ça, il a apporté ça. Et je vous assure que ça va très vite et qu'on ne peut pas frauder, en fait. Si je prends un développeur, il ne peut pas me mentir. Je vais regarder son GitHub sur les 4 dernières années, il a son identifiant, en fait, qui correspond à finalement ses compétences, ce qu'il sait faire. Et je pense que ce modèle-là, qui est quasiment déjà passé sur le domaine du numérique, il va se répandre sur d'autres métiers. Alors c'est sûr que le diplôme il ne va pas disparaître du jour au lendemain, parce qu'il y a des professions réglementées, par exemple, où là, le diplôme, on ne peut pas faire le métier si on n'a pas le diplôme. On n'a pas le droit de... Il y a des conventions collectives aussi. Il y a des conventions collectives. Mais néanmoins, je pense que cet exemple-là, il montre que c'est possible et que petit à petit, ça va prendre de l'ampleur. Et pratiquement sur le numérique, ça s'est fait sans formalisation excessive. Il n'y a pas de blockchain, il n'y a même pas d'open badge, en fait, dans la plupart des cas. Il y a simplement quelques standards de fait qui ont émergé. Si vous contribuez sur quelques plateformes qui marchent vraiment bien, vous êtes visible et vous êtes capable de prouver finalement votre qualité et vos compétences. Et je compléterai, il faut pas imaginer nécessairement que l'établissement, c'est lui qui délivre un badge. Enfin, on n'est pas, nous, dans notre idée, l'établissement, il peut endosser le badge des étudiants. Ah, mais l'établissement n'est pas forcément à l'origine ni du badge, ni de la création, ni de la distribution du badge, etc. Il peut faire partie, comme d'autres parties prenantes, d'acteurs qui endossent l'étudiant, le groupe d'étudiants, l'association étudiante dans laquelle travaillent les étudiants. Enfin, c'est pas non plus... c'est pas quelque chose que l'étudiant va aller chercher sur son profil avec son diplôme ou sous son supplément au diplôme, etc. C'est vraiment quelque chose qui lui appartient. On est dans l'individualisation totale de ce dialogue. Donc ça ne va pas forcément venir avec le diplôme. C'est ce que je veux dire. C'est pas sur le site, c'est pas centralisé au niveau de l'établissement. Non, je suis tout à fait d'accord. On peut vraiment imaginer la personne qui crée son propre diplôme et qui demande ensuite à être endossée par les différents enseignants, par les pairs, et on a toujours cette logique que le diplôme, ça vient à la fin. Un exemple que j'utilise souvent, c'est de dire, voilà, je suis Carole, j'ai 14 ans, je veux devenir médecin, je demande mon badge de médecin. Ben, pourquoi pas? On peut demander son badge de médecin. Je le signe avec ma clé privée, je dis, je veux devenir médecin. Ou je veux devenir boulanger ou autre, je le signe. Et ensuite, je peux me servir de ça pour aller voir MSF, dire j'aimerais bien faire un stage à MSF ou à la Croix-Rouge le week-end. Et donc je construis mon identité de médecin au fur et à mesure, au lieu de faire cet examen, cette première année de médecine, il y a un gâchis.
ça évolue. Ça évolue, non, mais c'était un gâchis monumental. On peut vraiment imaginer qu'on construit son identité et qu'on construit son propre diplôme. Et alors, je pense que le CRI est bien placé pour ça, quoi. Comme espace dans lequel on peut créer son propre diplôme, c'est bien ça. Et donc, les reconnaissances qu'on va recevoir, c'est la reconnaissance par ses pairs ou par la communauté. Et c'est intéressant parce que j'avais une conversation avec quelqu'un qui était venu me voir récemment, parce qu'elle voulait utiliser les badges pour... elle fait des formations sur le développement soutenable. Elle assisté à la conversation. Elle était venue nous voir parce qu'elle voulait faire des badges, parce qu'elle disait, je veux faire reconnaître mes formations. Et donc, l'esprit dans lequel elle faisait ces badges était, on a su une formation, on a un badge, on a un diplôme, quoi. Et je lui dis, mais maintenant, si on renverse la perspective et on dit, mais le badge, c'est pas la fin de la formation, mais c'est l'entrée dans la communauté des personnes qui soutiennent le développement soutenable. C'est-à-dire c'est un point d'entrée et pas un point de sortie. Ça change les choses, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre à l'intérieur d'une communauté, qu'on va pouvoir être déjà reconnu par cette communauté, qu'on va pouvoir y contribuer, qu'on va pouvoir peut-être faire endosser son badge, peut-être en obtenir d'autres derrière. Et donc, il y a l'idée d'une construction derrière. C'est pas le « Ah, ça y est, j'ai mon diplôme, j'arrête, je me barre pendant 2 ans, et puis je fais... » Tu parlais de développement durable. Le projet des Open Badges est très soutenu en Normandie et par des formateurs au ministère de l'Agriculture. Et en fait, il y avait une demande des employeurs de reconnaître des compétences en utilisation raisonnée des engrais, par exemple. Et donc, il a été créé une série de badges, et effectivement, appartenir à la communauté des gens qui sont badgés avec cette compétence agriculture raisonnée ou bio, ça permet ensuite, si c'est un succès, alors d'abord au niveau local, ça permet aux employeurs de les reconnaître tout de suite, et puis ensuite, au niveau international, on peut imaginer qu'il y ait un engouement pour ce type de badge, et que donc ça permette une reconnaissance internationale de ce type de compétences. On va passer à vos questions bientôt, sauf si vous aviez encore quelque chose particulièrement. Allez-y. Oui, je voudrais ajouter un commentaire important, c'est-à-dire qu'en informatique, depuis 50 ans, on a tendance à raisonner en termes de solutions. Et c'est pour ça que le mot application informatique, c'est-à-dire on applique une technologie quelque part. On oublie, est-ce que cette technologie a été construite pour résoudre un problème au départ, c'est-à-dire à partir d'un certain besoin. On est ici dans la même situation, c'est-à-dire la blockchain est une technologie qui permet des choses au début dans le domaine financier, et puis maintenant, quels sont les besoins? C'est-à-dire, quel est le besoin? Donc, de ce qu'on comprend ici, c'est l'immutabilité, et puis pouvoir garder trace des diplômes et des compétences. Et c'est un problème qui est extrêmement important, qui n'est pas du tout simple à résoudre. Ce qui a été dit ici est vrai, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai obtenu un certificat sur un MOOC il y a 5 ans. Le MOOC n'existe plus, l'institution n'existe plus. J'ai aucune preuve numérique que le petit PDF que j'ai, il est véridique. Si on en avait gardé une copie, tous les participants, il y en avait 50 000 dans le MOOC que j'ai suivi, chacun avait gardé une copie de tous les diplômes que nous avons tous obtenus, j'ai une validité qui ne peut pas être... il y a une immutabilité du document. Donc il y a des idées qui sont très intéressantes, je pense, dans la technologie blockchain et qui peuvent s'appliquer. Maintenant, évidemment, telle quelle, peut-être ça ne s'applique pas. Mais de là à dire que c'est une poubelle, que ça ne sert à rien du tout, je ne suis pas tout à fait certain. Je pense qu'on a pu dire la même chose de plein de technologies au départ, même Internet au début, parce qu'on pensait qu'on pouvait faire de la publicité comme on le fait à la télévision. Maintenant, on le peut. Il y a 20 ans, ce n'était pas possible. C'est ce qui a provoqué la chute au début des années 2000 de la technologie, etc. Donc, il faut faire attention qu'on penche dans un côté ou de l'autre, où c'est une solution qui permet de tout faire, ou de l'autre dire c'est nul, ça permet, c'est n'importe quoi, etc. Voilà. Vous pouvez... Je suis Saïd Assar, enseignant-chercheur dans l'Institut Mille Télécom. Ah, très bien. Vas-y, Régine. Non, je pense qu'il faut... on a été un peu provocateur au début, c'est pas ce qu'on a dit. Hein. La blockchain, aujourd'hui, si on l'utilise effectivement pour stocker l'intégralité des volumes des diplômes, ça a une espèce d'explosion combinatoire qui fait que c'est pas gérable. Mais il y a plein de faire les choses autrement. Exactement. De façon à ce que ce soit moi consommateur en ressources, je suis certain qu'on trouvera, comme on a trouvé plein de solutions à des choses qui au début n'étaient pas tout à fait adaptées aux besoins. Mais c'est intéressant de réfléchir, quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'on a, nous, dans le monde de l'éducation, on a comme besoin en termes de certification des parcours, enregistrement des compétences, des choses comme ça, et de telle façon que ça garantisse l'immuabilité et qu'un diplôme puisse être reconnu dans 50 ans. Ouais. Aujourd'hui, même un diplôme écrit sur le papier, on peut certifier qu'il a été délivré par l'université de Folsheim il y a 50 ans. Mais un document numérique dans 50 ans, déjà 5 ans après, on n'est même pas sûr que ça vaille quelque chose.
C'est-à-dire numériquement, en termes de validité juridique d'un document PDF, on peut prouver qu'il est vrai 5 ans ou 10 ans plus tard. Alors 50 ans plus tard... Vous aurez la même problématique. 50 ans, c'est la date légale d'archivage par les établissements des diplômes. Oui, on dit ça au hasard, mais 45 ans. Non, mais c'est 5 ans. Claude Siméli, directeur du Numérilab. Moi, juste une remarque, en fait, quand on a démarré le groupe, l'idée, c'était vraiment de travailler autour aussi des compétences informelles. Parce qu'en fait, c'est une grande question souvent au niveau de l'éducation, et on a du mal, en fait, à identifier ces compétences informelles et en quoi elles servent finalement les compétences formelles. Et par ailleurs, il y a une question qui est encore plus large, c'est celle de l'aide à l'orientation et le fait de la construction de l'identité au travers de l'orientation. L'exemple que vous avez pris était très intéressant. C'est quelqu'un qui veut devenir médecin, qui accumule un certain nombre de stages, etc. D'accord ? Est-ce que finalement, il ne commence pas à faire la preuve qu'il a vraiment cette volonté et qu'il va s'enrichir ? Par ailleurs, il y avait aussi la question de l'enrichissement, finalement, de l'individu, des diplômes. Hein, et donc, un diplôme, c'est quelque chose d'assez statique. Et donc, au travers de l'enrichissement par, en fait, les compétences qu'on peut prêter, en fait, à quelqu'un, on peut aussi voir que, quelque part, en fait, il est actif dans une certaine communauté. Pas forcément en fait toujours Lytton, parce que là il y a des choses très formelles qu'on peut voir, mais qu'il est actif et que quelque part ses compétences sont vivantes. Et donc il y avait un petit peu toutes ces questions-là qui sont d'ailleurs l'objectif pour redire un petit peu les choses, qui est donc pas de se dire on va juste garder une trace, c'est très important. On est convaincu qu'effectivement garder une trace sur un certain nombre d'années, ça en fait hacher les choses, ça peut le permettre. Que par ailleurs, il y a vraiment cette question des compétences informelles et de la construction de l'individu, en fait, au travers, finalement, de l'ensemble de ça. Voilà un petit peu comment on avait réfléchi. Peut-être juste un point qu'on n'a pas vraiment abordé, parce qu'on a peu de temps et beaucoup de choses, c'est la question de celui qui reconnaît pour autrui. C'est-à-dire que se faire reconnaître, c'est intéressant, et c'est ce dont on parle en général, mais reconnaître quelqu'un, c'est un acte qui est engageant, enfin qui devrait l'être en tout cas. C'est-à-dire que si moi je dis que Serge a des bonnes compétences voilà, sur les réseaux sociaux par exemple, ou sur les open badges, et qu'ensuite il fait n'importe quoi de ses compétences, quelque part, ça a un impact sur moi en tant que crédibilité que j'ai donnée à autrui. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré encore dans ce Web of Trust, dans le Web 3.0 basé justement sur la société de la reconnaissance et de la confiance. Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Quel impact finalement diffus ça va avoir? Pour un établissement, cette question des compétences informelles, elle est vraiment intéressante parce qu'elle individualise effectivement le diplôme, elle lui donne une couleur ou un goût particulier pour chaque personne, mais ça va au-delà du diplôme, c'est-à-dire que si on ne va pas au bout de ce diplôme, on a quand même des compétences. Donc il y a vraiment un sujet sur la lutte contre le décrochage qui évidemment rebondit sur l'orientation. Elle est intéressante pour les associations aussi. Une association qui accompagne beaucoup des étudiants à accompagner des familles, qui s'appelle La Fève. Elle a travaillé sur la reconnaissance de ces compétences-là parce que les employeurs leur disaient ces compétences-là n'avaient aucun intérêt. Parce qu'ils ne les voyaient pas en fait. C'est-à-dire que dans un diplôme où il y avait juste une petite ligne en bas du CV, et en fait comme ça n'était pas visible, pour eux, c'était pas identifié. Donc il y a vraiment un sujet sur rendre visible pour soi et puis pour d'autres effectivement ce qui relève pas du diplôme, pas non plus juste de l'activité extracurriculaire, mais de ce qu'on en est en tant que personne en fait. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Merci Caroline. Vous êtes Tout à l'heure, on a donné un certain nombre de définitions de ce qu'était blockchain, décentralisation, on a utilisé des mots comme décentralisation, infalsifiable, autosouverain, confiance, etc. Ça c'est qualificatif et c'est avec la force que c'est mis dans une seule et unique technologie. Je me pose la question par rapport au diplôme aujourd'hui. La certification du diplôme, c'était par une autorité administrative, un établissement, une université, un ministère. On va avoir des diplômes numériques avec le progressant des institutionnels des diplômes en ligne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une corrélation entre les diplômes et la blockchain. Parce qu'on est dans un système centralisé où on va trouver tous les diplômes des étudiants centralisés dans un seul lieu. C'est sécurisé. Il n'y a pas cette logique de décentralisation, de souveraineté autre que le ministère qui va pouvoir les déposer là. On ne voit pas la corrélation qu'on peut faire entre diplôme et blockchain. Autant sur les badges, un système plus éclaté
de pair à pair entre étudiants et enseignants, je comprends comment ça s'interroge, mais par contre sur les techniques, Alors, c'est d'accord. je peux vous répondre. oui. C'est un constat. Les personnes qui s'intéressent à la blockchain sont des personnes assez innovantes et qui sont très portées sur les sciences de l'éducation et la reconnaissance des compétences. Mais à la fin, quand on regarde l'ensemble des expérimentations qui ont été menées sur la blockchain, on retombe sur les institutions qui ont fait des POC avec la blockchain sur les diplômes. Voilà. Oui, est-ce que c'est valide? C'est un constat. D'accord, mais est-ce que c'est valide de la blockchain pour les diplômes alors qu'on est sur un système centralisé? Absolument, mais d'ailleurs c'est un peu ce qu'évoquait Serge sur des moments où on n'en a pas forcément besoin pour ce qu'on imaginait, c'est-à-dire un système distribué, une grande blockchain de l'éducation. Ben, si ça n'était que le diplôme, bon, c'est plus la dématérialisation qui est intéressante, mais c'est pas forcément la blockchain sur le diplôme. Après, s'il est enrichi de compétences, parce que quand même c'est une demande, hein, pour délivrer des diplômes maintenant il faut y lier des compétences, et puis ensuite il y a les badges qui peuvent être une façon plus informelle pour une équipe pédagogique de se dire tiens, qu'est-ce qu'on va imaginer tout au long du semestre de mettre en place pour la reconnaissance de compétences vraiment personnelles, qui ne seront pas données à tout le monde, qui seront données à certains qui démontrent certaines capacités. Bon, bah ça, là, à nouveau, l'intérêt de la blockchain est plus important. Moi, je voulais juste Vous par pouvez rapport... vous présenter, je Oui, vous pardon, êtes, vous étiez David Rontal de l'AMU. Alors, Majdi Bouchlaghem de Sorbonne Université. Moi, à votre question, je me pose la question inverse, et je suis employeur. Qu'est-ce qui me prouve que votre diplôme est un diplôme qui a été délivré par un organisme qui a ce droit de délivrer, et qu'est-ce qui me prouve également que lorsque cet organisme qui vous a délivré ce diplôme dans 30 ans qui n'existe plus est un vrai diplôme sur lequel je peux faire confiance. Et donc, justement, l'intérêt que je voyais, moi, dans la blockchain, c'était essentiellement de se passer d'un tiers de confiance, d'être sûr que l'information qui a été une fois enregistrée à une année donnée de ce diplôme, eh ben, dans 30 ans, je suis sûr que même si l'établissement n'existe plus, il est signé et je peux faire confiance à ce diplôme qui m'a été présenté. Donc, tu vois, essentiellement ça, l'utilisation, que ce soit d'ailleurs un diplôme ou n'importe quel document, une attestation quelconque, pour moi, c'était l'intérêt principal de la blockchain au niveau d'un document à authentifier et surtout infalsifiable, du coup. Mais là, le dispositif semble qui va se mettre en place, c'est bien cette logique-là, c'est l'État qui va avoir un coffre-fort qui va dire que moi j'ai eu ce diplôme-là, une zone donnée non falsifiable, donc je donnerai le lien vers ce diplôme en ligne, je fais cette attestation numérique à mon employeur, je donnerai l'URL et il pourra cliquer dessus et il verra que l'État confirme que sur telle identité d'une personne, il y a bien tel diplôme. Il y a même pas... Utiliser un dispositif décentralisé de recopie de diplôme en Terra-OP, donc il y a un État centralisateur qui dispose de cette information et qui l'a mis à disposition de tout le monde. On revient sur quelque chose de centralisé, là, justement, alors que l'intérêt de la blockchain, c'est d'être décentralisé. Oui, mais même, il n'y a pas besoin de stocker le diplôme sur la blockchain, il suffit de stocker la clé publique de l'institution, c'est tout. Comme ça, on sait que quand on va utiliser, qu'on va vérifier la signature, que c'est la bonne signature, et 50 ans après, il suffit d'avoir la clé publique, c'est tout. Savoir que la clé publique appartenait bien à tel établissement. Pas besoin de stocker un diplôme qui ne sert à rien. Alors, il y a aussi la question que le diplôme est souvent une information publique, même la liste des bacheliers publiée au journal officiel, qui lui-même est dématérialisé. Alors qu'une compétence, c'est quelque chose de plus intime, personnel, qui rejoint la question des données personnelles en général et de leur traitement dans un registre inaltérable et qui poserait question. Voilà. Du point de vue de la France, effectivement, la solution centralisée, ça marche bien et c'est assez économe. Maintenant, si vous habitez dans un pays en voie de développement, effectivement, là, ça marche plus. Donc il y a quand même un intérêt d'avoir une blockchain. Georges Malamud de l'AUF. Je suis l'agence universelle francophonie, donc je voulais vous poser une question sur les écosystèmes pauvres. Puisque là, on parle d'un truc riche, centralisé, qui marche bien, ou MIT en France. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver des solutions, excusez-moi, par rapport à un besoin, qui est qu'est-ce que je fais quand je suis une université, l'ensemble des universités pauvres, publiques, privées, d'ailleurs délivrant des diplômes, mais n'étant pas tous les jours capable de connaître tous mes étudiants, par exemple, sans même parler de mes boursiers, n'ayant pas forcément de grosses capacités informatiques pour stocker mes diplômes et autres nombres comme ça. Donc une solution
moi j'en ai rien à faire, que ce soit la blockchain, Open Badge ou n'importe quoi d'autre, qui soit adapté à ce type d'environnement, d'écosystème pauvre, et qui permet non seulement de mettre du diplôme et des données administratives, mais aussi effectivement ses compétences, ses soft skills, comme on doit dire en français, et qui sont vachement utiles et qu'on veut essayer de développer. Quelles solutions on peut adapter pour des environnements de ce type-là, qui sont moins riches et dans lesquels, 10 ans après, le serveur de l'université, ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Jackie Galichet, DSI de l'Académie de Versailles. Ah pardon, vous avez des réponses peut-être à donner, parce que moi je voyais ça aujourd'hui. C'est une bonne question. Enfin, je veux dire, cet écosystème il est en train de se construire aussi, comme dans l'intervention d'avant. Il y a des startups qui se créent tous les jours sur les blockchains, il y a des normes qui se mettent en place. Sur les open badges, c'est la même chose. En fait, la normalisation elle est encore incomplète, hein, clairement. Donc aujourd'hui, si vous voulez le faire, c'est difficile de vous garantir un système qui sera pérenne encore dans 10 ans. Par contre, en termes de coûts, on peut arriver à faire des choses qui fonctionnent avec finalement de l'informatique très légère, dans le cloud et avec des smartphones. Finalement, je pense qu'une université, même dans un pays en voie de développement, dans quelques années, elle pourra vraiment faire fonctionner ça et que les étudiants eux-mêmes aient accès via leur smartphone ou via un téléphone à leurs informations de compétences. Ça paraît pas des expérimentations possibles, nous on est preneurs. Jackie Galichet, qui est RSSI et DSI de l'Académie de Versailles. Oui. Peut-être qu'il aura des réponses à vous donner. Versailles a été une première académie à expérimenter la certification numérique des diplômes. C'est une expérimentation du ministère de l'Éducation nationale. On a présenté aussi un dossier dans le cadre du projet d'investissement à venir via la DINSIC, projet qui avait retenu l'attention de la DINSIC. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui a soutenu le dossier. Ce qui était très important dans les échanges que j'ai pu avoir avec la DINSIC, c'est que qu'est-ce qui fait la force, c'est que ce soit l'établissement émetteur qui atteste que le diplôme a bien été obtenu. Donc effectivement, ce qu'a fait l'Académie de Versailles, c'est un compte à l'étudiant et lui donner l'équivalent du PDF, mais avec un QR code qui montrait que les diplômes étaient bien détenus dans les data centers de l'Académie de Versailles. Et donc c'était ce qui faisait la force de la solution. J'ai discuté avec le ministre de l'Éducation nationale quand il était à l'ESSEC, où l'ESSEC, effectivement, de la même manière que HEC, souhaitait dématérialiser, en tout cas attester numériquement des diplômes. Et à l'époque, donc le ministre de l'Éducation nationale qui était directeur de l'ESSEC était partant. Sauf que effectivement, l'ESSEC avait ses serveurs qui étaient pas dans son institution. Et il a envisagé effectivement de demander à l'Académie, à l'État, qui a priori est pérenne, d'héberger ces diplômes, ce que ne faisait pas HEC. HEC qui était chez l'EA, je crois. Et effectivement, ces diplômes, ils considèrent que c'est la preuve, c'est le PDF qui donc de l'image qui pourrait être rendu par OVH. Voilà. Mais je pense que la blockchain, c'est bien plus ce qui fait la force de la certification du diplôme, c'est l'établissement émetteur qui atteste que c'est bien un diplôme qui a été délivré par l'institution. Et puis dans l'expérimentation que tu nous avais rapportée au mois de décembre, c'est pour les parents, c'est rassurant en fait d'aller sur les serveurs de l'Académie de Versailles pour aller chercher son diplôme avec la clé privée. En l'occurrence, on l'a fait sur le bac. Donc le bac, les étudiants, les jeunes étudiants qui ont leur bac, c'est pas encore un document pour aller sur le monde du travail. En général, les parents étaient beaucoup plus sensibles que les élèves sur le fait de dématérialiser le diplôme, parce qu'ils ont été, en tant que parents, confrontés à devoir fournir des diplômes qui n'ont jamais été cherchés, dont l'institution n'est pas toujours en capacité de répondre. Je pense au siècle, par exemple. Et donc les parents étaient très sensibles à ça. Et les élèves, eux, étaient sensibles au fait de pouvoir poster
l'image sur les réseaux sociaux, le fait qu'ils avaient eu le bac avec mention très bien. Et cette première expérimentation, c'était très intéressant parce que, en fait, on a eu quasiment 35% des étudiants qui ont récupéré effectivement la version numérique de leur diplôme. Et l'autre point qui était aussi intéressant, c'était le fait qu'on a fait l'expérimentation avec le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, qui, lui, souhaitait effectivement suivre ses étudiants. Qu'est-ce qui était devenu les petits japonais, les petits américains qui étaient venus étudier au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, qui avaient eu un diplôme, donc qui délivraient des attestations qui leur étaient propres, et que nous, effectivement, on hébergeait en tant que service de l'État, le fait qu'ils étaient maintenant présidents de Sony. Oui, alors là, c'est une autre question, c'est effectivement de rendre, et c'est une question qui est chère aussi à Serge Ravet, de rendre vivant les données derrière, et que pour un territoire, par exemple, comme la Normandie, dans 10 ans, dans 20 ans, connaître des compétences en recherchant, en fait, qui est bon en développement durable, et ils auront une image comme ça, que ce soit effectivement d'une carrière professionnelle intéressante et capable d'accorder des financements si effectivement on a le futur PDG de Renault, mais aussi de pouvoir tout simplement connaître les compétences sur un territoire aussi varié soit-elle et pas forcément prestigieuse mais intéressante pour une région. Et c'était aussi par rapport, on parlait de centralisation, décentralisation, la plupart du temps les familles s'adressent au lycée qui a délivré le diplôme. Et les chefs d'établissement, en fait, tous les diplômes qui n'ont pas été remis aux élèves, etc., sont retransmis au siècle. Mais les familles considèrent que c'est à l'établissement d'origine de fournir les éléments pour les employeurs qui veulent s'assurer que tel élève est bien passé au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et a bien obtenu son diplôme. Donc ça passe, c'est un temps de recherche extrêmement important, aléatoire, sur la qualité de la réponse, alors que la dématérialisation et le système qui avait été mis en place permettait effectivement pour le chef d'établissement de répondre très rapidement à l'usager du service public sur le diplôme obtenu dans l'établissement scolaire. Parce qu'il y a le diplôme en soi, disons la version numérique, et le service rendu. Et on parle souvent que de la partie, la première partie, mais c'est aussi tout service rendu. Comment, effectivement, si je mets mon certificat sur un CV, l'employeur peut vérifier qu'il a l'image, avec le fait que ce soit dans les data centers, plutôt que de payer quelqu'un qui va vérifier d'une manière aléatoire si la personne a bien eu son diplôme. Donc il y a tout un écosystème. Oui, en fait, cette discussion sur la dématérialisation du diplôme, ça rend ça fait prendre conscience en fait de toutes les questions, les enjeux derrière les données contenues dans ces diplômes. Vous aviez une question, ce sera la dernière, après il y aura une pause. Ok, bonjour, je suis Laurent Enoch, le fondateur de KIX, et je suis absolument confus d'être arrivé ici en retard. Mon train était resté à l'heure marseillaise d'hiver. Je suis ravi de pouvoir intervenir parce qu'on apporte quelque chose de très original. Alors KIX, vous avez peut-être entendu ce nom ou sans doute pas. On porte une technologie qui est une émanation de Aix-Marseille Université, qui est brevetée, et qui permet d'équiper n'importe quel fichier de preuves autoportées, que ce soit des preuves d'intégrité, des signatures, des dates, etc., jusqu'à la blockchain, mais pas forcément. Alors c'est utilisé aujourd'hui par EDF pour certifier leur communiqué de presse. C'est utilisé par l'école de management de Marseille pour certifier leur diplôme depuis 2 ans. Je vais juste vous expliquer comment ça marche pour que vous fassiez une idée de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. En fait, la personne qui est responsable des diplômes prend le dossier qui contient les PDF du diplôme, des diplômes des étudiants ou des relevés de notes, ce qui semble plus important souvent que les diplômes eux-mêmes, et fait un glisser-déposer sur une application ou sur une page d'intranet.
tous les fichiers sont protégés avec une signature numérique qui est unique et qui a été choisie par l'organisme émetteur et qui l'identifie pour la durée de sa validité. Les diplômes, une fois équipés, sont envoyés par mail ou par n'importe quel moyen aux étudiants, qui peuvent eux-mêmes les envoyer par mail ou par n'importe quel moyen à leurs recruteurs, qui ont juste à faire un glisser-déposer sur une page web qui va dire ce fichier est valide, le fichier est valablement signé, et il y a un clic à faire sur un lien Google pour trouver d'éventuelles occurrences de la clé publique avérée ou de sa révocation. Donc l'EMD par exemple publie la clé publique tous les ans sur leur compte LinkedIn. Donc un employeur qui veut vérifier si un étudiant se présente bien avec un diplôme valable de l'EMD a juste un glisser-déposer à faire sur une page web et à cliquer sur un lien pour arriver sur le compte LinkedIn de l'école, ce qui permet de ne pas déranger l'école pour vérifier que le diplôme est bien. Okay. Alors, merci beaucoup pour cet exemple. En fait, ce travail a donné l'occasion de rencontrer quelques acteurs. C'est pas possible de donner la parole à tous, mais merci parce que ça illustre très bien tout ce qu'on peut faire déjà avec des solutions comme la vôtre. Il y en a 3 qui seront présentés cet après-midi. Je pense que peut-être, vous êtes certainement concurrents et c'est un peu compliqué. On est seulement un séminaire de travail ouvert et on n'est pas un marché public. Hein. Donc, je veux juste attirer l'attention sur le fait que voilà, il y a des temps d'échange qui sont prévus. Si les gens sont intéressés, ils se parlent, mais on avait envie d'aller au bout de ces questions avec des acteurs qu'on a rencontrés dans le cadre de ces 5 premières séances de travail. Voilà. Bien sûr, excuse-moi, je réponds une seconde. Je suis désolé de donner l'impression de faire la publicité pour notre technologie. C'est simplement que si on ne comprend pas que ça existe, on ne peut pas penser avec cet existant-là, c'est tout. Voilà, donc, mais c'est bien de l'avoir rappelé. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Encore une fois, moi je trouve ça, voilà, c'est un séminaire de travail ouvert, tout le monde est le bienvenu. Et une dernière fois, mais après on va prendre un petit café. C'est juste une question, peut-être qu'on n'est pas obligé de réponse. Dans les propositions de centralisation, on considère en anglais que le déteneur de l'information est fiable et que ce qui ne sera jamais acquis et que les données resteront intactes pour l'éternité. Et on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, que dès qu'il y a une masse critique de données sensibles, tout de suite ça attire l'attention, ça attire les attaques. Et que ce soit l'État, que ce soit Uber, que ce soit un tiers, on sait aujourd'hui que il y a de très grandes chances que ces bases de données se fassent acquises. Donc face à cela, est-ce que la décentralisation ne peut pas être une solution? Puisque une perte de crédibilité, ça reste nécessaire en termes de ressources, en termes d'image. La décentralisation ou carrément un système distribué, parce que le système distribué, tous les acteurs auront une copie. Alors décentralisation, c'est quelques acteurs. Le système distribué, je voulais faire effectivement. Voilà, parce que le cas de la blockchain, c'est vraiment qu'elle devient très sécurisée parce qu'il est quasiment impossible. C'est le cas du Bitcoin qui est pérenne parce que il y a eu beau avoir des attaques, ça n'a jamais cédé comme a pu le faire Ethereum. Donc c'est effectivement un des points clés du système distribué. Normalement, on ne peut pas attaquer tous les ordinateurs à la fois. Et contrairement au GAFA, là, les attaques, elles se font parce que les données sont sensibles et cachées. Dans la blockchain, c'est des registres publics. Il n'y a rien à cacher, tout le monde peut consulter. Donc c'est un peu aussi la différence pour tenter les attaquants à essayer de voir des informations qui finalement sont publiques. Ils vont attaquer quoi exactement? Oui, et modifier, mais ça devient très compliqué justement parce qu'il faut faire toute la blockchain, la reconstruire depuis l'endroit où on veut modifier le bloc. Donc, je veux dire, on n'est pas sur les mêmes approches en fait de base de données qu'on protège d'une grosse société comme Facebook ou une blockchain qui est justement un registre consultable par tout le monde. Bonjour à tous, excusez-moi pour le retard également. Je suis David Goldenberg, le cofondateur de la société CD Trust, qui avons mis en place avec certains établissements scolaires une solution de certification numérique des documents dans le monde de l'éducation. Je voulais juste répondre à votre point là pour peut-être clarifier les choses. On a l'impression que beaucoup de gens confondent en fait ce que la blockchain peut apporter comme réponse. Et pour avoir échangé avec différents acteurs,
décentralisation, la distribution que la blockchain apporte, elle est vraiment là pour apporter au niveau de l'intégrité des documents. Donc c'est le H que l'on appelle communément. Par contre, la sauvegarde des documents, il n'existe pas dans la blockchain. Donc ce serait beaucoup trop cher d'un point de vue financier et ce serait beaucoup trop cher d'un point de vue même écologique. Donc, les documents en tant que tels, ça me semble être clair pour la plupart des gens, mais c'est bien de le rappeler, les documents, le diplôme, les attestations, les bulletins ne sont jamais dans la blockchain au final. Ce n'est que son identité chiffrée en fait qui s'y trouve. C'est juste une autre. Voilà, merci.